Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, Mon père, vastes oiseaux des mers, c'était un poète. qui suivent, indolents compagnons de voyage, Il m'a transmis les navires glissant sur les gouffres amers. son amour des belles À lettres. peine les ont-ils déposés sur les planches que Ce jour-là, le roi de l'azur, j'étais à côté de lui, maladroit et honteux, sur l'estrade, laisse piteusement leurs grandes ailes blanches dans la salle de comme conférence. des avirons traîner à côté d'eux. Entre chaque poème, Ce voyageur ailé, je jouais un morceau de violon comme il est gauche et veule, pour l'accompagner. lui naguère si beau qu'il est comique et laid. J'aimais bien quand il déclamait des poésies. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Bon, c'est vrai, à chaque fois qu'il poussait un cri, j'étais en apnée. Mais je savais que c'était pour de faux. En public, ça ne pouvait pas vraiment dégénérer. Enfin, pas trop. Pas de coups, en tout cas. Les faux prénoms, c'est quoi déjà? Du coup, on va faire un tour, Oui, merci. Moi, Maya. Maya. C'était quoi déjà, Thomas? Moi, j'ai gardé mon prénom. Adèle. Toi, c'était Adèle. Ah, Putain, merci. Et moi, c'était Luna. Ah oui, oui. Voilà. Et Marine. Maya, Thomas, Adèle, Luna. Ok. J'ai tout misé sur les colonies de vacances et puis après sur les échanges linguistiques et ça suffisait pas, ça fonctionnait pas et en seconde je suis partie 6 mois en Allemagne. Quand je suis revenue, les violences étaient encore plus fortes et du coup j'ai décidé de fuguer. Avant de fuguer, je suis allée voir le père d'une amie, qui était un ami proche de mon père, et mon parrain pour leur demander de l'aide. Et les deux ont eu la même réponse. Les deux m'ont pas cru. Je voyais dans leurs yeux qu'ils me croyaient, mais dans la réponse, ils voulaient pas me croire. Je me sens que un des amis de mon père là, a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, mais je peux pas m'opposer à ton père. C'est quelqu'un de bien. Un jour, une connaissance nous a dit, à ma mère et à moi, « J'espère qu'il sera comme son père. » Petit rire gêné. J'avais de la chance d'avoir un père si cultivé, si intelligent. Tout le monde lui trouvait plein de qualités, comme si son autre visage n'existait pas. Le visage qu'il nous réservait, à ma mère et à moi. Comment c'est possible ? Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 3. Quelqu'un de bien. Et j'ai fugué le plus discrètement du monde. J'ai pas prévenu même mes meilleurs amis parce que notamment l'amie la plus proche à ce moment-là venait d'apprendre que sa mère avait un grave cancer. Et donc j'ai même pas osé dire à cette amie que je fuguais parce que c'était trop violent à la maison. Le premier réflexe de mes parents quand ils ont compris que j'étais partie, c'était d'aller au lycée et d'aller attraper mes amis pour savoir où j'étais, quoi. Et pas forcément en mode sympa d'ailleurs, je pense. Et cette amie en particulier, alors qu'elle savait pas où j'étais et tout ça, elle m'a couverte, elle a menti et elle m'a protégée. Et ça m'a vachement émue et ça m'a permis de comprendre à ce moment-là qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance. Et c'était hyper fort. Mais par contre, il y a une espèce de banalisation du mal, pour reprendre ce concept. Tous les adultes autour, quand même, enfin je comprends en vous écoutant, ils savaient tous pourquoi j'étais partie et je me souviens de mon prof d'histoire qui est génial, qui m'a pris dans les bras devant tout le monde et qui m'a accueilli, mais en fait, personne n'a parlé de pourquoi j'étais partie, quoi. Alors que tout le monde savait, et mon parrain qui a convaincu mon père de pas m'accueillir violemment, il m'a pas protégée par la suite, quoi. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis des crises. Mais je me rappelle cette scène. Je dois avoir 4 ans,
je suis avec ma mère à l'arrière du bus numéro 164. On est accroupis par terre, cachés pour que mon père ne puisse pas nous voir à travers la vitre. Ce jour-là, il était dans une rage folle. C'était pire que d'habitude. Il cassait tout, il menaçait ma mère, il fallait qu'on s'échappe. Elle lui a dit qu'on allait faire les courses et on est sortis. Mais il pouvait toujours avoir des doutes. Et si il comprenait qu'on avait fui, là, c'était fini pour nous. Bon, heureusement, il ne nous a pas suivis. Et au bout de 2 heures de stress, on est finalement arrivé chez ma tante paternelle, sain et sauf. On est resté 1 semaine chez elle. Elle a tout fait pour nous réconforter. Mais donc, elle savait. Ma mère lui a tout raconté, mais avec des euphémismes, pour ne pas dramatiser. Alors qu'est-ce qu'elle savait exactement ? Quelle histoire elle se racontait ? En tout cas, elle condamnait le comportement de mon père, mais elle faisait avec. C'était comme ça. C'était son grand frère. Il était un peu colérique, mais au fond, c'était quelqu'un de bien. J'avais l'impression que tout le monde savait, et en même temps tout le monde savait ce qu'il avait envie de savoir. C'est-à-dire que personne veut trop en savoir parce que personne veut perturber son petit confort mental. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais du coup si je parle de chez moi, je parle de chez les autres, donc c'est problématique. Et puis donc en fait je disais rien en fait parce que c'est comme si c'était considéré comme normal, donc en fait il y a quoi à dire, il y a rien à dire. Il y a aussi au niveau de l'éducation, le fait qu'il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas faire de problèmes, il ne faut pas mettre la honte sur la famille parce qu'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de dispute, on ne crie pas, les enfants aiment leurs parents et un enfant il dit jamais non à ses parents, jamais, ça n'existe pas. Une femme, c'est pas qu'elle est soumise à son mari, mais c'est-à-dire qu'elle ne va pas le contredire publiquement, quoi, ça lui foutrait la honte quand même. Donc toutes ces choses-là font que ça bloque forcément. Et ça bloque pendant longtemps. Donc ça, c'était pour les adultes. Et en ce qui concerne les personnes donc, qui sont de notre âge, donc du coup, pareil, c'est rigolo. Moi aussi, je vais parler du lycée. Parce que c'est là au moment où j'ai commencé à en parler, parce que je sentais que ma mère a été sur un pan où je pense qu'elle pensait de plus en plus à se séparer. Et j'en avais parlé à une amie, et en fait, sans évaluer le fait qu'elle était sur le même mode de fonctionnement chez elle, malgré qu'elle l'ait déjà laissé sous-entendre. Mais c'est-à-dire que c'est ce qui faisait peut-être que moi, je me sentais en confiance, mais j'avais pas imaginé le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'elle validerait ce genre de comportement. Voilà, donc la conversation s'est arrêtée là. Et puis après, il y a les amis qui écoutent, et puis en fait, je me souviens même pas de ce qu'ils ont répondu, mais je pense pas grand-chose. Et puis qui ont plus jamais donné de nouvelles, donc du coup... forcément, ça donne plus trop envie de parler. Et voilà, je pense que tout ça, ça a un impact. Et je dirais même que plus on nous transmet un message de silence jeune, plus c'est compliqué après pour parler, parce qu'en fait, c'est ancré, quoi. Donc même si c'est une petite phrase ou un petit mot, ou même quelqu'un qui sous-entend qu'il a compris, ça évite de cristalliser la situation. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ça fera le petit bout de chemin qu'on se dira, en fait... Mais c'est que ça, quand on m'a dit ça, en fait, oui, c'est ça, ouais. T'as tout compris, t'as mis du temps, mais t'as compris. Ouais. En fait, je crois que c'est assez simple. On ignore tout ce qu'on peut ignorer, pour se raconter l'histoire la plus supportable. Mon autre tante, la sœur de ma mère, elle vivait aussi avec un mari violent. Donc, si jamais elle reconnaissait ouvertement ce que moi je vivais, alors elle ne pourrait plus fermer les yeux sur sa situation à elle. Et comme elle ne pouvait pas partir, elle s'accrochait au déni pour survivre. Par rapport à ma mère, j'ai quand même un filtre à mettre parce que je sais qu'elle peut pas recevoir tout ce que je vais dire,
Parce qu'elle est trop dans sa souffrance à elle. Donc si jamais je lui parle de quelque chose de quand on était plus jeune, donc, parce que moi j'ai un frère, ou bien elle va être dans le déni, ou bien elle va me dire bah non mais c'était pas vraiment ça, Et au début j'étais un peu naïve, je croyais un peu, on peut pas se dire que notre mère nous ment. Peut-être qu'elle me ment consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, voilà. Du coup, j'ai ce filtre-là de me dire, en fait, voilà, j'entretiens de bonnes relations, mais je garde une distance, voilà, même si elle est dans ma tête, mais je le sais, quoi. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'entourage qui relativise beaucoup ce que nous on vit, et ma mère était complètement dans ce rôle-là. Elle nous a beaucoup dit que notre père il nous apportait beaucoup sur plein de choses sur lesquelles elle pouvait pas nous apporter, donc c'était, même s'il avait ses défauts, c'était chouette qu'il complète un peu l'éducation qu'elle peut pas nous donner, donc elle le valorisait énormément. Je ne suis pas devenue comme mon père. Et c'est en bonne partie grâce à ma mère. Grâce à l'amour et à l'attention qu'elle m'a donnée. Mais je dois bien m'avouer une chose, même si je n'ai pas du tout envie de l'entendre. C'est que toutes ces petites phrases-là, ton père c'est quelqu'un de cultivé, il t'apprend plein de choses que moi je ne pourrais pas te donner, il rapporte l'argent à la maison. Toutes ces phrases, c'est surtout ma mère qui me les disait. Elle voulait toujours que j'aie une bonne image de lui. Elle se disait pour se rassurer. Avec moi, il est horrible, mais au moins, c'est un bon père pour mon fils. C'est venu très très tôt, en fait, parler avec ma mère pour comprendre ce qui se passait, en fait. Dès que j'étais enfant, je dirais, oui, même des souvenirs avant mes 4 ans, quoi. Parce que j'entendais, par exemple, j'avais déjà entendu un bruit de genre vaisselle cassée ou des choses comme ça. Bien sûr, ça me faisait peur, mais j'étais dans l'incompréhension totale aussi. Ça, j'ai toujours pu vraiment en discuter librement, quoi, de la situation avec ma mère, et c'était vraiment un énorme soutien. Avec mon frère aussi, on pouvait en discuter, et avec ma grand-mère aussi. J'ai rapidement aussi parlé à des amis proches au collège, quelques amis proches. J'avais peut-être peur quelque part qu'ils me balancent, entre guillemets, ils balancent mon histoire à je ne sais qui. Donc je taisais ça, mais en fait, quand j'étais au lycée, je me suis bien rendu compte que non, on n'allait pas me balancer à l'assistante sociale ou que sais-je, comme si en plus je faisais quelque chose de mal, quoi. Quand ma mère a demandé le divorce et que on est parti du domicile familial, on a pu être aidé par la famille d'une de mes amies d'enfance, et ça c'était pour moi incroyable, quoi. Et c'est aussi en allant chez certains amis que je voyais bien que les parents ou le parent n'étaient pas violents, en fait, et donc l'enfant était détendu chez lui. Et je crois que les premières fois où je me suis rendu compte de ça, ça a été vraiment un déclic, parce que je voyais comment ça fonctionnait ailleurs, et que en fait non, ailleurs il n'y avait pas ça, en fait. J'ai pu voir que non, il existait autre chose, et c'était possible d'être avec des adultes, et avec des adultes hommes, sans qu'il y ait des débordements, des cris, etc. Mais c'est vrai que par contre, je n'en parlais pas aux adultes extérieurs à ma famille, quoi. Que ce soit les profs ou psychologues scolaires, etc. Pour moi, c'était justement, c'est le tabou. Il faut surtout pas en parler parce que ça risque de créer des problèmes, de créer des problèmes à ma mère peut-être, et puis bien sûr de déclencher la colère encore plus grande de mon père. Imaginons un monde idéal. Un monde où j'aurais parlé, où ma mère aurait parlé, où tout le monde nous aurait écoutés, où ma mère aurait réussi à divorcer. Qui aurait eu ma garde ? Probablement mon père. Il était fonctionnaire, alors que ma mère ne gagnait pas d'argent. Et il aurait fait bonne figure devant la juge. Bon, en fait, je n'en sais rien, mais le risque était trop grand. Être séparé de ma mère et vivre avec son agresseur, c'était inimaginable.
Alors, à quoi bon parler ? Avec ma sœur, on en parlait, mais plus en mode comme les ados qui disent « Putain, t'as vu comme papa, il est chiant », mais pas du tout avec la conscience des choses. Jamais j'ai eu l'impression de lui en parler comme quelque chose de particulier, comme si ça avait été normalisé, un peu comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, je prends conscience maintenant que ma manière d'en parler, c'était que ma mère était malade, donc elle a eu sa fibromyalgie très tôt, mais qui initialement était que des problèmes de dos et qui s'est répandu d'année en année dans le corps. Et en fait, même moi, j'ai pris conscience il y a peu de temps d'à quel point c'était directement lié aux violences. Et du coup, je me cachais... Enfin, mes meilleures copines de l'époque, c'était ça que je leur disais. C'était d'un côté, de manière très distincte, mon père autoritaire, et d'un autre, ma mère... souffrante, mais sans aucun lien entre les deux. Donc, je crois que c'était ma manière d'en parler sans en parler, en quelque sorte. Parfois, j'en parlais un peu, de mon mal-être d'enfant. À la fin des vacances, je disais à ma tante que je n'avais pas trop envie de retourner à la maison. Je faisais des dessins où on voyait que mon père était méchant. À l'époque, j'avais l'impression que c'était très clair. Et pour moi, c'était déjà énorme de dire ça. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était assez obscur. Surtout pour quelqu'un qui ne veut pas entendre. Pourtant, il aurait suffi d'une seule question bienveillante pour que j'en dise plus. Je me souviens d'une chose, quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes assez sombres, on va dire, qui expulsaient bien la rage que j'avais en moi, quoi. Et un jour, j'avais, dans le cadre d'une semaine artistique au lycée, j'avais pu exposer, en fait, dans un couloir, un poème que j'avais écrit. Alors, je l'ai fait en anonyme, mais pour moi, c'était énorme que des gens inconnus, ou des profs, etc., puissent lire ça. C'était incroyable, et je me rappelle que il y avait un de mes profs, justement, je sais pas comment, mais en gros, je lui avais dit que c'était moi qui l'avais écrit, et il m'avait félicité, il m'avait dit « mais c'est super d'afficher ça, etc. » Alors bon, c'était assez obscur, donc je sais pas s'il avait tout saisi, mais en tout cas, j'étais fière de moi, quoi, de pouvoir faire ça, et puis bon, mes amis savaient que c'était moi qui l'avais écrit, donc voilà, ils me disaient aussi super, quoi, c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, pour le dire aux adultes, aux adultes extérieurs, on va dire, c'est vraiment venu à l'âge de 20 ans, je dirais. Voilà. Avec la psychothérapie, quoi. Voilà. Moi, j'ai vu une seule psy à ce moment, quand j'étais jeune. En fait, c'est ma médecin généraliste qui connaissait ma mère depuis des années, donc qui était au courant de tout. Qui, le jour où elle a vu que juste prononcer le mot « père » me faisait m'effondrer, m'a dit « allez voir la psy en face ». Et j'avais vu une psy dans le cliché du psy, toute molle, qui répondait pas à ce que je disais. Et du coup, ça avait confirmé ce que je craignais, c'est de parler sans avoir de retour face à ça. Enfin, c'était complètement tombé à l'eau. Et j'avoue que comme la seule personne qui était au courant vraiment de comment ça nous impactait, c'était ma mère, et qu'elle n'avait pas l'énergie pour prendre à bras-le-corps notre... en fait, elle prenait déjà à bras-le-corps plein de choses, donc de vraiment faire en sorte qu'on soit suivi thérapeutiquement, je pense que c'était trop. Du coup, j'ai jamais revu de psy. J'ai rencontré une fois une psy scolaire. Ton histoire me faisait penser... J'avais presque oublié son existence. À la mort de ma mère, j'avais 13 ans. Je sais pas si les gens à l'école savaient en fait ce qui se passait chez nous, mais j'imagine que la perte d'un parent, ça devait être suffisant comme raison pour m'amener chez une psychologue. Et je crois que je lui ai dit que mon père était violent envers ma mère, mais qu'avec moi, il avait jamais levé la main sur moi, et c'était un super père et tout ça. Moi, j'étais justement dans ce discours de tout va bien. J'avais dit ça comme un fait, un peu de manière froide, disons analytique. Et je crois qu'elle a un peu rebondi dessus, mais pas beaucoup. Et puis surtout, ensuite, il s'est absolument rien passé. Et je pense, un peu ma seule rencontre avec une institution, puisqu'il n'y a pas eu de divorce. Et donc,
Pas de police, pas de justice. Le poète est semblable au prince des nuées, Comment faire qui hante la tempête et se rit de l'archer, pour briser le tabou, exilé sur le sol, au milieu des huées, pour en parler avec les bons mots les ailes de géant et pour être enfin entendu? l'empêchent de marcher. Comment reconnecter avec mes émotions Charles Baudelaire. et arrêter de penser que c'était quand même quelqu'un de bien? À qui est-ce que je peux en parler pour ne plus me sentir coupable de le détester? Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Bellalfaoui. Prochain épisode, Je te crois.